L'Amérique des premiers colons. Un enfer que vous n'auriez pas survécu. Oubliez les peintures romantiques et les récits héroïques. L'Amérique des premiers colons n'était pas une terre de promesses dorées. C'était un piège mortel où chaque lever de soleil représentait un miracle et chaque coucher une victoire fragile contre un monde qui ne voulait pas de vous. Il l'appelait le Nouveau Monde, mais ce terme masquait une vérité plus brutale, un continent indifférent qui broyait les corps, brisait les esprits et enterrait les rêves dans une boue glacée. Pas de monuments, pas de gloire, juste des mains écorchées, des tombes anonymes et une lutte quotidienne contre l'extinction. Si ces chapitres oubliés de l'histoire vous fascinent, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres récits que les manuels ont effacés. Car ce qui suit n'est pas un conte d'aventure, c'est un inventaire de la souffrance. Revenons maintenant à cette traversée maudite. La traversée, première descente aux enfers. Votre première erreur fut de monter à bord. De l'extérieur, le navire semblait majestueux avec ses voiles gonflées et sa figure de proue sculptée. Mais sous le pont, là où vous et les autres misérables êtes entassés, l'air est si épais qu'il colle aux poumons. Une odeur de sueur rance, de pourriture et d'angoisse imprègne chaque planche. Le plafond est trop bas pour vous tenir debout. Le sol est collant de vieux liquides indéfinissables. On vous assigne un espace de la taille d'un cercueil. Vous y dormez, coincé entre des inconnus, vos maigres possessions enfoncées dans votre dos endolori. Pas d'oreiller, pas de matelas, juste de la paille humide qui empeste la moisissure et quelque chose de pire encore. Au-dessus de vous, le navire craque à chaque vague. Les planches gonflent et rétrécissent, toujours au bord de la rupture. Autour de vous, les gens bougent dans leur sommeil, tous pleurent, marmonnent des prières. La première nuit, quelqu'un vomit. La deuxième, quelqu'un meurt. Vous ne dormez pas vraiment. L'air sous le pont est si vicié que même les rats cherchent des excuses pour visiter les niveaux supérieurs. Et des rats, il y en a. Audacieux, confiants. Ils ne détalent pas. Ils se promènent. L'un d'entre eux vous fixe pendant que vous mâchez votre biscuit, une dalle rocailleuse de farine, de sel et d'ennui. Vous ne savez plus qui commande ici. Chaque journée débute par un ordre crié et plusieurs heures d'attente inutile. Quand on vous permet de monter sur le pont, vous clignez des yeux face à la lumière, comme une taupe arrachée à son terrier. Le soleil est aveuglant, le vent coupant, mais au moins ça sent moins les pieds. Vous respirez profondément, essayant de vous rappeler ce qu'est l'air frais. Puis quelqu'un éternue dans votre direction. Le moment est terminé. Les repas ne sont pas des repas, ce sont des événements de survie. Du porc salé si dur qu'il pourrait servir d'armure au navire. Des pois secs qui roulent hors de votre cuillère comme s'ils tentaient de s'échapper. Des biscuits qui risquent de vous casser une dent avant de se fissurer dans votre bouche. Si vous avez de la chance, vous pouvez les tremper dans l'eau ou la bière pour les ramollir. Si vous manquez de chance, il y a un insecte dans la bière. Vous la buvez quand même. Tout le monde le fait. L'eau potable est une autre insulte. Conservée dans des tonneaux de bois, elle devient rapidement verdâtre et aigre. Certains essaient de l'aromatiser avec du vinaigre ou des agrumes s'ils en ont apporté. Quelques âmes courageuses boivent l'eau de pluie récupérée dans des seaux, priant pour qu'elle soit plus propre que celle des fûts. Spoiler, elle ne laisse pas. Puis viennent les tempêtes. Le navire est secoué comme un jouet, tangue, et roule si violemment que votre estomac décide qu'il est plus sûr de se vider. Vous vous accrochez aux cordes, aux murs, aux gens, à tout ce qui ne bouge pas trop. Vous vomissez.
Tout le monde vomit. Le pont devient une mare de pluie, de bile et de panique. En bas, les malades gémissent et les bien portants souhaitent être assez malades pour pouvoir s'allonger. Un tonneau se détache et fracasse la jambe de quelqu'un. Il n'y a pas de médecin, seulement un homme avec une scie et une bouteille de rhum. Certains guérissent, d'autres empirent. La fièvre se propage comme une rumeur. Un par un, les gens développent des éruptions cutanées, des frissons, des quintes de toux qui ne finissent jamais. Le chirurgien, en réalité juste le cuisinier avec moins de doigts, recommande la saignée, les cataplasmes de moutarde ou la pensée positive. Il arrache des dents avec des pinces, perce des abcès avec des couteaux et accompagne parfois le tout d'une prière. Que cette prière soit pour la guérison ou le pardon reste flou. Les morts sont enterrés en mer, enveloppés dans un tissu, attachés à une pierre, glissés par-dessus bord. Il y a une cérémonie, mais elle est brève, toujours brève. Personne ne veut s'attarder sur la mort quand on négocie encore avec la vie. Vous regardez un ami que vous connaissiez à peine disparaître dans l'eau avec un doux plouf. Le lendemain matin, quelqu'un d'autre prend sa place. La paille n'a même pas le temps d'oublier. Les jours se confondent. La mer est infinie. Une étendue constante de gris bleuté qui ne change que légèrement du matin au soir. Vous perdez le compte, vous perdez l'intérêt. Les conversations se raccourcissent. L'humour meurt. Votre peau pâlit puis brûle. Vos lèvres se fendent. Vos articulations vous font mal. Vous avez développé une claudication. Vous ne savez ni comment ni quand. Elle est juste là maintenant, une partie du nouveau vous. La nuit, les rêves sont pires que les jours. Vous rêvez de chute, de noyade, d'arriver pour être refoulé. Vous rêvez de nourriture, mais elle est toujours hors de portée. Vous rêvez de votre famille, mais ce sont des étrangers désormais. Votre propre reflet vous surprend. Des joues creuses, des yeux creux, une barbe que vous ne vous souvenez pas avoir laissé pousser. Vous rétrécissez vers l'intérieur, vous disparaissez. Vous ne savez plus quelle heure il est. Le soleil se lève et se couche, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'une lointaine production théâtrale jouée pour d'autres gens. Le temps à bord se mesure en faim et en maux de tête, en tout qui persiste trop longtemps, et en nombre de rats que vous avez nommés avant qu'ils ne disparaissent mystérieusement. Le navire devient une sorte de ville infernale, avec ses politiques sociales. Il y a le ronfleur, le pleurnichard, la femme qui raconte des histoires de son village chaque soir, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande finalement d'arrêter. Et bien sûr, il y a vous, celui qui fixe simplement le mur. Les jours plus calmes, le capitaine vous fait nettoyer le pont. Pourquoi? Qui sait? Sans doute juste pour vous rappeler que vous êtes vivant. Vous passez la serpillière avec un chiffon déchiqueté qui était autrefois la chemise de quelqu'un, poussant des entrailles de poisson et du vieux sang vers le bord du navire. Pendant qu'un marin vous crie de mettre du cœur à l'ouvrage, votre cœur est tout ce qu'il vous reste. Votre âme a déjà sauté par-dessus bord. Il y a peu à faire, sinon imaginez ce qui vous attend. Vous avez entendu des histoires. Certains disent qu'il y a de l'or dans les rivières. D'autres affirment que les arbres produisent de la nourriture. Les gens plus réalistes parlent de terres ouvertes et de liberté religieuse. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous ne survivez pas au prochain biscuit. Votre mâchoire craque quand vous mâchez. Vos gencives saignent. Vous avez cessé de le remarquer. Les enfants à bord ne pleurent plus. Ils restent assis dans des coins avec des yeux larges et distants, léchant occasionnellement la condensation des tonneaux. Ils apprennent tôt. L'espoir est une chose qu'il vaut mieux laisser à terre. Et pourtant, quelque part entre le jour 30 et le jour qui sait combien, votre corps s'adapte. Votre estomac cesse de rejeter le mouvement.
Votre cerveau accepte l'horreur comme normale. Vous cessez de combattre l'odeur. Un soir, on vous permet de monter sur le pont tandis que le soleil se couche. C'est magnifique. Une émeute d'orange et de violet sur la mer infinie. Pendant un instant, vous vous souvenez pourquoi vous êtes venu. Puis quelqu'un à proximité crache du sang et le charme est rompu. Vous redescendez. La nuit précédant l'arrivée, vous entendez une chanson. Quelqu'un chante une vieille mélodie folklorique, douce et fissurée. D'autres se joignent. Ce n'est pas exactement joyeux. Plutôt un rituel. Une berceuse pour la partie de vous-même qui est sur le point de mourir afin qu'une autre puisse commencer. La partie qui tentera de cultiver un marais avec une pelle et la moitié d'une recette de pain. Et quand vous atteignez finalement le rivage, que le bateau racle la plage rocheuse, vous ne ressentez rien d'autre que l'épuisement. La terre est humide, froide, totalement silencieuse. Vous vous agenouillez, non pas pour prier, mais parce que vos genoux cèdent. Vous n'êtes pas le héros de cette histoire, vous êtes juste le survivant du prologue. Vous jetez un regard en arrière vers le navire. Il fait déjà demi-tour, il part déjà. Pas de sauvetage, pas de retour. Vous êtes ici maintenant, et vous ne tiendriez pas une journée. L'arrivée. Vous êtes là, debout au bord du nouveau monde, vos bottes s'enfonçant dans une boue inconnue, le vent mordant vos joues, et une terreur rampante et silencieuse s'installant dans votre poitrine. Cela devrait ressembler à un triomphe. Au lieu de cela, cela ressemble à une erreur qui ne s'est pas encore pleinement présentée. Vous avez survécu à la traversée. Félicitations. Maintenant, la Terre prend son tour. Soyons clairs. L'Amérique des premiers temps ne vous attend pas les bras ouverts. Elle n'offre ni festin, ni lit douillet, ni panneau disant bienvenue. Elle est froide, humide et étrangement silencieuse. Il y a des arbres partout, hauts, sombres, serrés les uns contre les autres comme s'ils complotaient. Vous essayez de sourire pour vous convaincre que c'est le début de quelque chose de noble. Mais le vent vole ce sourire avant qu'il ne se forme. Bienvenue sur un continent qui ne vous a pas demandé de venir et qui ne se soucie guère de votre existence. Il n'y a pas de colonie. Pas vraiment. Quelques huttes en bois assemblées à la hâte par l'équipe d'avant-garde. Des toits qui fuient plus qu'ils n'abritent. Le sol est irrégulier et couvert de broussailles. Tout sent les feuilles humides, la fumée et quelque chose de vaguement pourri. On vous dit d'aider à construire. Vous ne savez pas construire. Vous ramassez une bûche et suivez les instructions aboyées par quelqu'un dont la seule qualification semble être de crier plus fort que tout le monde. Le travail est immédiat. Pas d'orientation, pas de déballage de sacs, pas d'adaptation douce à la vie coloniale. Vous commencez à couper, empiler, transporter. Vous êtes soudainement un ouvrier et la terre ne coopère pas. Les arbres ici sont différents, plus durs. Les racines s'enfoncent profondément. Votre hache rebondit sur le tronc avec un bruit sourd et vos mains se couvrent d'ampoules après une heure. Vous faites une pause pour respirer et quelqu'un crie qu'il n'y a pas de temps pour se reposer. L'hiver arrive, évidemment. Vous n'avez jamais vraiment connu le froid. Le froid ici est humide, profond jusqu'aux os. Il s'infiltre dans vos vêtements, vos chaussures, vos poumons. Votre souffle se condense devant vous et disparaît comme tous les espoirs que vous aviez sur le bateau. Il n'y a pas d'isolation dans votre nouvelle maison, juste des planches. Des espaces entre elles si larges que vous pouvez voir la lumière du jour même quand vous êtes à l'intérieur. Vous essayez d'allumer un feu, mais le bois est humide, le vent est implacable et vos doigts sont raides. La fumée ne monte pas. Elle s'enroule autour de votre tête comme un fantôme déçu.
Les nuits sont pires. Vous vous blottissez dans un coin d'un abri à moitié terminé, votre cape enroulée autour de vous, écoutant le vent s'engouffrer à travers les fissures. Quelqu'un tousse toute la nuit. Quelqu'un d'autre murmure des prières dans une langue que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas dormir. Votre lit de paille est mouillé. Votre dos vous fait mal. Vous gardez un œil ouvert pour les rats et l'autre sur le plafond au cas où ils s'effondreraient. Le matin arrive sans cérémonie, juste la même routine sinistre. Construire, transporter, creuser, porter. On vous envoie chercher de l'eau. Le ruisseau le plus proche est à 1,5 km et la boue aspire vos bottes à chaque pas. La poignée du seau se casse. Vous la rafistolez avec de la ficelle. Il fuit quand même. Au moment où vous revenez, la moitié a disparu. Personne ne vous remercie. Quelqu'un se plaint qu'elle est trop froide pour être bue. Il n'y a pas encore de nourriture. Pas vraiment. Vous mangez les réserves apportées sur le navire. De la viande salée qui a le goût de cuir de chaussures et des biscuits qui s'effritent en sciure. Le pot communal mijote toute la journée, principalement de l'eau et un navet que quelqu'un a trouvé, poussant à l'état sauvage. Vous prenez votre ration en silence et essayez de ne pas penser à la deuxième portion qui ne viendra pas. La faim devient un bourdonnement de fond constant, comme un acouphène pour votre estomac. La forêt vous entoure, elle observe. C'est trop silencieux. Les oiseaux ici ne chantent pas comme ceux de chez vous. Vous entendez des bruissements, des craquements, quelque chose qui bouge dans les sous-bois. Vous ne demandez pas quoi, vous ne voulez pas savoir. Vous n'avez pas peur de la forêt. Vous avez peur de ce que vous ne comprenez pas à son sujet. Et il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Vous essayez de cultiver. Ou du moins quelqu'un dit que vous devriez. Le sol est rocailleux, le terrain inégal. Les graines disparaissent dans la terre et ne reviennent jamais. Quelques pousses rachitiques émergent, puis se fanent dans le vent. Quelqu'un suggère que c'est la mauvaise saison. Quelqu'un d'autre accuse le diable. Vous blâmez simplement vos mains, qui n'ont pas cessé de saigner depuis le 2e jour. Il y a des insectes. Tellement d'insectes. Des gros. Des qui piquent. Des volants qui semblent trouver vos oreilles exprès. Des moustiques qui viennent en nuée au crépuscule et laissent des marques de la taille de noix. Vous vous tapez le cou si souvent que vous oubliez ce que votre peau avait l'habitude de ressentir. Puis il y a les tiques. Petites, silencieuses, insidieuses. Vous en arrachez une de votre jambe et la fixez pendant 10 minutes, vous demandant si vous êtes sur le point de mourir. On vous dit de faire attention en errant, non seulement à cause du terrain ou des animaux, mais à cause des incertitudes. Personne ne dit ce que cela signifie. Ils hochent juste la tête sombrement et resserrent leur prise sur un mousquet qui a plus de chances d'exploser que de tirer droit. Vous dormez avec un couteau maintenant. Pas pour vous défendre, mais parce qu'il vous donne l'illusion du contrôle. L'assainissement est théorique. Il n'y a pas de toilette, juste une zone désignée de la forêt. Vous y allez avec un bâton et une prière, espérant que personne ne suit. Il pleut souvent. La boue ne sèche jamais. Vos bottes sont constamment mouillées. Vos chaussettes, si vous en avez encore, sont raides de crasse. L'odeur devient une partie de vous. Chaque articulation vous fait mal. Vous avez cessé de vous essuyer le nez. Vos ongles sont noirs. Vous avez attrapé une éruption cutanée sur le cou. Et vos lèvres saignent quand vous souriez, ce qui est rare. Personne ne chante ici. Personne ne plaisante. Vous travaillez jusqu'à ce que vous tombiez, puis vous vous relevez et recommencez. Cette terre n'est pas votre ennemi. C'est pire. Elle est indifférente. Elle ne se soucie pas de la noblesse de votre mission, de la piété de vos intentions ou de l'optimisme de vos prières à bord du navire. Elle existe simplement. Froide, sauvage,
et pleine de choses qui n'ont pas besoin de vous. Et lentement, vous réalisez que vous avez besoin d'elle, et elle s'en moque. Le temps joue avec vous. Un jour, il fait si chaud que vous transpirez à travers votre chemise en lin. Le lendemain, le gel mord vos orteils pendant que vous dormez. Il n'y a pas de schéma, pas d'avertissement, juste des extrêmes. Votre toit fuit, votre bois de chauffage est humide, la fumée s'accroche à tout. Vos vêtements, votre peau, vos poumons. Vous sentez un feu de camp qui regrette ses choix. Quelqu'un disparaît, personne n'en parle. Ils se sont éloignés trop loin, sont tombés dans un ravin où quelque chose les a trouvés. Leur nom est prononcé de moins en moins jusqu'à ce qu'il s'efface entièrement, comme le dernier écho d'une cloche que vous avez seulement imaginé. Une autre personne abandonne. Elle arrête de manger, s'assoit près du ruisseau et fixe le vide. Elle respire encore, mais vous savez qu'elle est partie. Vous êtes censé construire une communauté, une colonie, mais tout le monde est trop fatigué. Vous dormez par roulement, vous mangez en silence. Le prédicateur offre un sermon et personne n'écoute. Vous êtes trop occupé à vous demander si la farine a des insectes dedans et trop affamé pour vous en soucier, si c'est le cas. Quelqu'un essaie de voler dans la caisse de stockage. Il est attrapé. Il n'y a pas de prison. Alors on l'attache à un poteau sous la pluie. Personne n'intervient. Vous commencez à oublier le son de votre propre voix. Vous ne parlez que quand on vous parle. Les jours se confondent. Réveil, travail, souffrance, sommeil, répétition. Vos muscles crient, mais votre esprit reste silencieux. C'est comme ça qu'on survit. Vous cessez de penser. Vous agissez seulement. La nuit, vous rêvez de chez vous. Pas avec nostalgie, mais avec confusion. Les odeurs sont fausses, les couleurs trop vives, le lit trop doux. Vous vous réveillez désorienté et en colère. Vous vous rappelez que c'est ce que vous vouliez, la liberté, l'opportunité, la terre. Vous avez tout eu gratuitement. On ne vous a juste pas dit ce qu'il coûtait. Le coût est votre confort, votre santé, vos illusions. Vous êtes venu ici en pensant que la terre avait besoin d'être domptée. Mais la terre s'en moque. Elle est là depuis bien plus longtemps que vous. Elle observe, elle attend, et elle vous érode lentement. Pas avec une violence soudaine, mais avec une érosion lente et patiente. Et ce n'est que le premier mois. Le véritable test vient avec l'hiver. La femme, cette compagne permanente. La faim n'est pas un sentiment ici. C'est une compagne, une présence constante en arrière-plan qui vous suit de l'aube au crépuscule et dort à vos côtés la nuit. Elle murmure pendant la prière, grommelle pendant les conversations et hurle pendant le silence. Dans l'Amérique des premiers temps, la nourriture n'est pas garantie. On se bat pour elle, on la mendie, on l'échange ou on se contente de l'imaginer. Votre premier avant-goût de la cuisine du Nouveau Monde vient avec de faibles attentes et un retour calorique encore plus faible. Le petit déjeuner n'existe pas comme concept formel. Il n'y a pas de repas matinal disposé sur une table. Vous mangez quand il y a de la nourriture, ce qui n'est pas souvent et pas beaucoup. Une bouchée de bouillie de farine de maïs, une croûte de pain sec, des haricots bouillis. Vous mâchez lentement, non pas pour savourer, mais pour tromper votre corps, en lui faisant croire qu'il reçoit plus qu'il ne reçoit. Il n'y a pas de menu, juste ce qui reste, ce qui a survécu au voyage ou ce qui n'a pas encore pourri dans l'entrepôt. La détérioration est inévitable. Les réserves du navire, porc salé, pois sec, farine, se décomposent lentement dans l'air humide du Nouveau Monde. Les souris rongent les sacs, les charançons pullulent, les tonneaux gonflent et se fendent. Au moment où vous tendez la main vers quelque chose, c'est déjà à moitié parti et à moitié moisi. La base de votre alimentation est la farine de maïs. Pas du pain de maïs doré et moelleux,
Attention, une bouillie granuleuse faite en faisant bouillir du maïs moulu grossièrement dans de l'eau, puis en ajoutant un peu de sel s'il en reste. Vous la mangez chaude le matin et froide le soir, souvent sans rien d'autre. Elle colle aux parois de votre bol comme le regret et descend avec la consistance de sable humide. Vous regrettez le pain, le vrai pain, celui que vous connaissiez chez vous. Ici, le pain est une chose rare et précieuse. Le blé ne pousse pas facilement dans ce climat, le sol est trop rocailleux, les précipitations trop sauvages, les outils trop rudimentaires. Si vous parvenez à cultiver du blé, à le battre, à le moudre et à le garder sec, alors vous pourrez faire du pain une fois. Mais cela nécessite un four, et les fours nécessitent des briques, et les briques nécessitent du temps, de l'argile, et quelqu'un qui sait comment ne pas mourir à mi-chemin de la construction. La plupart de ce qui passe pour du pain est fait de seigle, d'orge ou de maïs mélangés à tout ce qui peut étirer la pâte. Farine de gland, racines en poudre, même de la sciure. Vous le pétrissez avec des mains froides. Vous le faites cuire dans une poêle sur une flamme ouverte et espérez qu'il ne sortira pas noir à l'extérieur et cru au milieu. La croûte est dure, l'intérieur est dense et la saveur se situe quelque part entre l'écorce et la cendre. Pourtant, le pain, aussi mauvais soit-il, est un luxe. Certains jours, il n'y a rien. Vous déterrez des navets de la taille de votre poing. Vous faites bouillir des orties. Vous mâchez de l'écorce de pain. La faim vous pousse au bord de la raison. Vous commencez à fixer les poulets trop longtemps, même s'ils sont destinés aux œufs. Vous vous demandez quel goût pourrait avoir un écureuil. Vous entendez des histoires de colons mangeant du cuir quand les choses sont devenues difficiles, des chaussures bouillies en soupe. Vous riez nerveusement, puis vous commencez à vérifier vos bottes. La détérioration est constante, la farine moisit, la viande devient verte, le beurre tourne en une boue vinaigrée, même le sel peut vous échouer, devenant humide et se formant en blocs qui refusent de se dissoudre. Vous grattez les parties abîmées. Vous retenez votre souffle et mangez quand même. La cuisine est de l'improvisation. Les marmites sont en fer, lourdes et limitées. Vous cuisinez sur des flammes ouvertes, esquivant la fumée et les braises volantes. Il n'y a pas de minuterie, pas de recette, juste l'instinct et ce qui n'a pas brûlé hier. Vous remuez votre ragoût avec la même cuillère que vous avez sculptée la semaine dernière, celle qui a déjà une fissure qui la traverse. Le bouillon bouillonne, fume, ne sent rien. Vous ajoutez des herbes, des oignons sauvages, une pincée de cendre qui est tombée dedans. Vous appelez ça de l'assaisonnement. Et oui, il y a des jours où les choses se passent bien. Un cerf est attrapé, un poisson est tiré du ruisseau. Quelqu'un tombe sur des baies sauvages, mais le cerf doit être partagé, le poisson divisé, les baies cueillies avant que les oiseaux ne les obtiennent. Le moment est doux, bref, et parti. Le lendemain, vous êtes de retour à mâcher des racines bouillies et à vous demander combien de repas vos dents peuvent encore supporter. La nourriture n'est pas seulement rare, elle est dangereuse. La viande mal cuite apporte des vers. Le lait gâté apporte des vomissements. Cette racine que vous pensiez comestible ne l'était pas. Une simple erreur en cueillette mène à une nuit d'agonie et à un enterrement silencieux. Vous apprenez en faisant. Et souvent en mourant. Vous rationnez tout. Chaque biscuit est compté. Chaque pincée de sel est une décision morale. Vous vous retrouvez à vous disputer pour savoir qui obtient la croûte, qui en a le plus besoin, qui a travaillé le plus dur ce jour-là. Vous avez honte. Puis, vous avez à nouveau faim. La honte ne remplit pas votre estomac. Le pain le fait, si vous avez de la chance. Il n'y a pas de repas. Seulement des moments où la nourriture croise votre chemin. Le déjeuner n'arrive pas avec une cloche. Il arrive si quelqu'un parvient à trouver un écureuil, à déterrer quelques navets supplémentaires, ou à se souvenir qu'il y a un peu de couenne de bacon enveloppé dans un tissu au fond de la hutte. Vous mangez vite, non pas parce que c'est bon, mais parce que quelqu'un pourrait essayer de le prendre. Vous mâchez avec suspicion. Était-ce du sable?
De la moisissure? Un insecte? Peu importe, c'est de la nourriture. Vous pensez à la maison, au pain qui levait dans les fours et sentait le réconfort, au beurre qui ne sentait pas le fromage, à la viande qui n'était pas un pari. Mais vous n'en parlez pas, personne ne le fait. Parler de la maison invite la nostalgie. La nostalgie affaiblit le groupe. Au lieu de cela, vous parlez de qui a trouvé un oignon sauvage, qui a repéré une piste de cerf, qui n'est pas tombé malade après avoir mangé cette racine bizarre la semaine dernière. Les enfants deviennent plus minces. Leurs yeux s'enfoncent. Ils arrêtent de se plaindre et commencent à fixer. Vous leur donnez votre portion parfois, puis vous le regrettez quand vos jambes deviennent faibles dans l'après-midi. Mais vous le refaites parce qu'il y a quelque chose de pire que de mourir de faim. C'est de regarder quelqu'un d'autre le faire lentement. Puis vient le troc. L'échange devient une monnaie. Vous offrez des boutons, du tissu, des outils, tout ce qui n'est pas de la nourriture en échange d'une bouchée de pain. Quelqu'un abandonne un peigne pour la moitié d'un biscuit. Quelqu'un d'autre offre sa seule paire de chaussettes sèches pour un morceau de viande séchée. Vous seriez surpris de ce que vaut la nourriture quand c'est la seule chose qui vous sépare de la tombe. La famine ne vient pas d'un seul coup, elle s'infiltre. Un jour sans viande, puis deux, puis une semaine. Puis la farine de maïs s'épuise. Le pot communal devient plus mince. Les portions rétrécissent. Les conversations s'arrêtent. Tout le monde commence à mâcher plus lentement. Vous allez vous coucher plus tôt, non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que l'inconscience est la seule échappatoire à la faim, qui ne nécessite pas de paiement. Et avec la famine vient la peur. Les gens murmurent au sujet de la dernière colonie, celle qui a disparu. Aucun signe de raid, juste partis. Certains disent qu'ils sont morts de faim. D'autres disent qu'ils se sont tournés vers des choses indicibles. Vous ne demandez pas ce que cela signifie. Vous ne voulez pas la réponse. Vous commencez à accumuler, juste un peu. Une croûte glissée dans votre chemise, quelques haricots dans une pochette. Vous vous dites que ce n'est pas du vol, c'est de l'assurance. Vous priez pour que personne ne découvre, ou pire, que tout le monde le sache déjà et fasse juste semblant de ne pas voir. La cuisine devient sacrée. Le feu est entretenu comme un sanctuaire. Le pot est remué comme un rituel. Personne ne parle en mangeant. Vous mâchez, vous avalez, vous essayez de vous sentir rassasié. Vous échouez, mais c'est l'essai qui vous garde en vie. Puis un soir, quelque chose de petit se produit. Une poignée de verdure sauvage, un lapin, une tranche de vrai pain, miraculeusement cuit. Vous le partagez, c'est parti en quelques secondes. Mais pendant un instant, le silence est remplacé par la respiration. L'espoir ne revient pas, mais il vous jette un regard de loin. Plus tard, vous apprenez que certaines colonies n'ont pas survécu, non pas à cause de la maladie, mais à cause de récoltes mal calculées. Ils ont planté les mauvaises cultures, mal conservé la nourriture, mangé les semences destinées à la saison suivante. Les erreurs se multiplient. Une seule mauvaise récolte devient une catastrophe au ralenti. La faim engendre le désespoir. Le désespoir brise l'ordre. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement votre estomac qui est vide. C'est la loi, la fraternité, la confiance. Vous croyiez autrefois que la nourriture était simple. Manger quand vous avez faim. Maintenant, c'est tout. C'est la politique. C'est la confiance. C'est la survie. Vous ne vivez pas de repas en repas. Vous vivez de bouchée en bouchée. Ce n'est pas une épreuve. C'est la nouvelle normalité. Et le pire, c'est que vous vous y habituez. L'hiver, le juge impitoyable. Vous pensiez que le voyage était difficile. Vous pensiez que la terre était cruelle. Vous pensiez que la faim vous avait suffisamment rongé. Mais maintenant vient la vérité. Toutes ces épreuves n'étaient que l'acte d'ouverture. Parce que l'hiver ne se soucie pas de votre bravoure. Il ne se soucie pas de vos intentions pieuses ou de la quantité de bois que vous avez coupé en octobre. L'hiver n'est pas votre ennemi, c'est votre juge. Et il trouve tout le monde insuffisant. Il n'arrive pas d'un seul coup.
D'abord viennent les nuits, un peu plus froides, un peu plus longues. Vous remarquez votre souffle quand vous parlez. Vos bottes craquent le matin. Le givre apparaît sur le bord de votre seau d'eau. Puis un matin, vous vous réveillez et le sol est blanc. Le vent est tranchant et chaque articulation de votre corps vous fait mal avant même que vous ne bougiez. L'hiver est arrivé et il ne frappe pas. Votre cabane, si vous pouvez l'appeler ainsi, n'est pas à la hauteur. C'est une boîte de planches clouées ensemble à la hâte. Il y a un toit, plus ou moins. Il y a des murs, en quelque sorte. Mais il n'y a pas d'isolation, pas de fenêtres en verre, pas de cheminée. Juste un âtre fait de pierres empilées et des espaces entre les planches assez larges pour qu'un écureuil puisse y passer la tête et demander comment vous vous en sortez. Le froid s'infiltre et ne part jamais. Vous vous asseyez près du feu, mais il ne réchauffe qu'un côté de vous. L'autre côté reste gelé. Vos vêtements sont humides, vos chaussettes raides et vos couvertures, si vous avez la chance d'en avoir, sentent la moisissure et la vieille fumée. Vos doigts s'engourdissent quand vous dormez. Vos orteils cessent complètement de faire mal. Vous prétendez que c'est bon signe. Ce n'est pas le cas. Le bois devient votre obsession. Vous en avez besoin pour survivre. Vous épuisez votre réserve en quelques semaines, pas en mois. Vous commencez à rationner, vous commencez à voler. Vous dépouillez les meubles, les clôtures, les manches d'outils cassés. Tout ce qui brûle est un jeu équitable. Vous vous aventurez dans les bois pour en couper davantage, mais la neige est profonde. Vos muscles sont faibles, et chaque coup de hache ressemble à une insulte à votre colonne vertébrale. Il n'y en a jamais assez. Le feu meurt trop vite. Vous vous réveillez la nuit avec du givre sur votre couverture et de la glace dans le seau. Le vent siffle à travers les murs comme s'il cherche quelque chose à punir. Vous empilez plus de chiffons sur votre lit. Vous dormez dans vos vêtements. Vous frissonnez quand même. La nourriture se gâte plus lentement maintenant. C'est le seul avantage. Les rats restent cachés. La moisissure recule. Mais vous n'avez toujours pas assez. Vous faites bouillir les mêmes eaux encore et encore, espérant que la saveur reviendra. Vous grattez la graisse de la poêle et l'étalez sur du pain comme si c'était du beurre. Vous sucez des brindilles, mâchez de l'écorce et jurez vous souvenir du goût des carottes autrefois. Les gens deviennent silencieux. Le froid fait taire tout. Le rire disparaît. Les chansons ne sont pas chantées. Le prédicateur marmonne toujours des sermons, mais même lui s'enveloppe dans 3 capes et termine rapidement. La conversation devient pratique. Plus de bois. Celui-là tousse. Remuez le pot. Personne ne gaspille des mots. Ils sont trop lourds. Et la maladie, bien sûr, revient. Les rhumes se transforment en fièvre. Les orteils gelés deviennent noirs. Un enfant meurt dans la nuit, et personne ne le remarque jusqu'au matin. Vous creusez une tombe, mais le sol est gelé. Vous burinez, vous piochez, vous maudissez. Finalement, vous vous contentez d'une fosse peu profonde recouverte de pierres. Vous dites une prière si vous avez le souffle. Le sommeil devient un acte de foi. Vous vous allongez, ne sachant pas si vous vous réveillerez. Vous vous enroulez en vous-même, un cocon déchiqueté de désespoir. Vous rêvez de chaleur, de soleil, de tout ce qui n'est ni blanc, ni gris, ni amer. Vous vous réveillez endolori et fatigué. Le monde est toujours gelé. Le feu est mort à nouveau. Votre peau se fissure, pas métaphoriquement, littéralement. Vos lèvres se fendent, vos mains saignent, et votre nez coule constamment. Vous frottez de la graisse ou du saindoux sur vos doigts, mais cela n'aide pas beaucoup. Vos articulations semblent plus vieilles que vous ne l'êtes. Vous avez 24 ans, mais vous marchez comme un grand-père et grognez comme tel aussi. Et avec le froid vient quelque chose de pire. Le temps, un temps gelé infini. Vous ne pouvez pas planter, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas voyager. Vous pouvez à peine bouger. Vous restez assis près du feu et fixez les murs, attendant que quelque chose change. Rien ne change. Les jours sont courts, les nuits sont interminables, et la seule chose qui bouge est votre souffle dans l'air. Les animaux sont plus intelligents.
Ils ont disparu. Les oiseaux ont volé vers le sud. Les cerfs se sont retirés dans les bois profonds. Les ours dorment. Seuls les corbeaux restent, perchés dans les arbres comme de petits prophètes, attendant que quelque chose meure. Vous les regardez et vous vous demandez s'ils connaissent votre nom. L'eau est à la fois trop abondante et insuffisante. La neige est partout, mais elle est gelée et inutile jusqu'à ce que vous la fassiez fondre. Et la faire fondre coûte un précieux combustible. Vous mangez de la soupe plus souvent parce qu'elle est chaude et remplit le ventre. Même quand ce n'est que de l'eau de navet avec un seul haricot qui flotte dedans, vous la buvez lentement, savourant l'illusion de nourriture. La fièvre de cabane est réelle. Les gens deviennent irritables, puis silencieux. Des disputes éclatent pour rien. Qui a touché la pile de bois? Qui a pris la dernière louche de bouillon? Qui respire trop fort? Vous vous retirez en vous-même, serrant votre couverture et prétendant ne pas entendre. Un homme part un matin, en colère, sans manteau. Personne ne le revoit. Quelqu'un trouve son chapeau dans la neige des semaines plus tard, gelé solide. Les enfants arrêtent de jouer. Ils restent assis tranquillement, emmitouflés dans des couches, fixant le feu. Vous essayez de les divertir, de raconter des histoires, de chanter des chansons. Mais votre voix est enrouée et vos mains tremblent. Un enfant demande si le printemps est réel ou juste quelque chose que les gens ont inventé. Vous ne répondez pas. Le givre se forme à l'intérieur des murs. Votre souffle forme des nuages devant votre visage. Le feu tient à peine. Quelqu'un a une toux qui ne s'arrête pas. On le déplace du côté opposé de la hutte. Vous essayez de ne pas écouter. Essayez de ne pas penser à ce que cela signifie. Vous enroulez votre écharpe plus serrée et gardez la hache près. Pas pour le bois, pour ce qui se passe si quelqu'un commence à penser à des choses désespérées. Certains matins, vous vous réveillez et vos cheveux sont gelés au mur. Vous vous détachez lentement, grimaçant, et clignez des yeux face à la faible lumière qui passe à travers les fissures. C'est un autre jour. Vous l'avez fait. C'est tout ce que vous pouvez dire. Vous l'avez fait. C'est l'hiver dans l'Amérique des premiers temps. Il ne se soucie pas de la qualité de votre planification. Il ne récompense pas les diligents, ni ne punit les paresseux. Il arrive comme un jugement et reste comme une malédiction. Et si vous survivez, si vous sortez de la saison avec tous vos doigts et la plupart de votre âme intacte, félicitations, vous avez passé le test jusqu'à l'année prochaine. Le printemps devient une rumeur, un mythe que les gens murmurent quand ils pensent que les murs n'écoutent pas. Vous vous souvenez de la pluie chaude, des pousses vertes, du bruit des abeilles, mais cela ressemble plus à un rêve qu'à un souvenir. La neige continue de tomber. Vos épaules restent voûtées. Vous n'avez pas senti la lumière du soleil depuis des semaines. Vous marquez les jours avec des égratignures sur la poutre. Elles commencent à se brouiller. Était-ce dimanche ou lundi? Est-ce important? Le calendrier est un luxe maintenant. Le temps se mesure par la hauteur de la pile de bois. Combien de cuillères de farine restent-ils? Combien de toux avant que quelqu'un ne devienne silencieux? Et quand le dégel arrive enfin, lent, humide, misérable, ce n'est pas une célébration. La neige fond en boue. Le sol cède sous vos bottes. Le toit recommence à fuir, mais l'air sent différent. Il y a du mouvement dans les arbres. Vous entendez des oiseaux. Vous pleurez, et cela vous surprend. Le printemps ne vous a pas sauvé. Vous vous êtes sauvé vous-même. À peine. L'hiver a tenté de vous effacer. Vous vous êtes accroché au bord de la vie avec des doigts gelés et des outils éclatés, et une foi qui s'est fissurée plus d'une fois. Et maintenant, vous devez tout recommencer. Vous vous demandez comment les gens autour de vous continuent. La femme qui a perdu son enfant mais qui attise toujours le feu. Le vieil homme avec un œil qui fredonne doucement en taillant du petit bois. Il n'y a pas d'héroïsme ici, juste de l'endurance. Un refus lent et têtu de mourir. Et dans cela, il y a quelque chose qui ressemble à l'espoir. Pas brillant ni bruyant, mais solide, comme le dernier charbon dans l'âtre, brillant faiblement, défiant le froid de l'éteindre.
La maladie. Vous n'attrapez pas la maladie dans l'Amérique des premiers temps. Elle vous attrape, lentement d'abord, à travers une toux qui ne disparaît pas, une coupure qui refuse de guérir ou une douleur étrange derrière les yeux. Puis, tout d'un coup, elle vous possède. Et quand elle le fait, il n'y a pas de médecin qui vient, pas de drap propre, pas d'armoire à pharmacie. Seulement la prière, l'eau bouillante et l'espoir aveugle. Chaque respiration est un risque. Chaque goutte d'eau, chaque morceau de nourriture, chaque main que vous serrez, si vous êtes assez chanceux pour vivre parmi des gens assez propres pour serrer des mains, pourrait transporter votre prochaine grande défaite. La théorie des germes n'existe pas encore. La maladie est attribuée au mauvais air, à la punition divine ou à ce voisin que vous avez toujours soupçonné d'être un peu trop joyeux. Les remèdes locaux sont un mélange de tout. Une personne recommande l'ail, une autre les cataplasmes de moutarde. Quelqu'un d'autre jure par le crapaud en poudre. Quel que soit le remède, il est administré avec des mains tremblantes et une confiance absolue. Ce qui est réconfortant jusqu'à ce que vous réalisiez que personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Vous commencez déjà de l'arrière. Votre régime est catastrophique. Vous êtes malnutri, en manque de sommeil et chroniquement épuisé. Votre système immunitaire travaille sans relâche, juste pour empêcher votre corps de se dévorer lui-même. Alors quand la maladie arrive, et elle arrive toujours, elle frappe comme un marteau. Les toux durent des semaines. Les fièvres brûlent violemment et sauvagement. Les coupures deviennent septiques. Les dents pourrissent et tombent. Une écharde au mauvais endroit peut mener à une amputation. Vous pouvez mourir en marchant sur un clou. Vous pouvez mourir en accouchant, d'un mal de ventre, d'un mauvais verre de lait. Vous pouvez mourir en mangeant la mauvaise baie ou en ne mangeant pas du tout. La vie est un défilé de symptômes mineurs avec un potentiel létal. Et n'oublions pas la dysenterie, la façon qu'a la nature de vous rappeler qui est vraiment en charge. Ce n'est ni glamour ni dramatique, c'est juste une déshydratation lente et désordonnée jusqu'à ce que vos entrailles abandonnent et que tout s'arrête. Il n'y a pas de dignité là-dedans, juste un lit de paille et quelqu'un qui murmure le Notre Père en essayant de ne pas avoir de haut le cœur. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les malades sont traités dans la même pièce où les gens mangent, dorment et se disputent. Il n'y a pas d'intimité, pas d'assainissement et pas de pitié. Vous restez allongé dans votre coin de la hutte, transpirant, tremblant, hallucinant, espérant ne pas trop déranger les autres. Parce que si vous le faites, ils pourraient décider de vous déplacer dehors et vous ne reviendrez pas. Les traitements, tels qu'ils sont, viennent d'un mélange de folklore, de désespoir et de conseils à moitié mémorisés. La saignée est populaire. Vous avez trop chaud, trop froid, vous agissez étrangement, sortez la lame ou la sangsueux. La saignée est considérée comme un bouton de réinitialisation universelle, même si les derniers mots du patient sont parfois « je me sens étourdi ». Il n'est pas rare de s'évanouir en plein traitement. Certains ne se réveillent pas. Les herbes sont la ligne de défense suivante. Camomille, sauge, consoude, achillée. Des noms murmurés comme des sorts. Elles sont infusées, écrasées, pilées et frottées sur les blessures avec grande cérémonie. Parfois elles aident. Parfois elles ne font rien. Parfois elles empirent les choses. Mais l'odeur, au moins, vous convainc que quelque chose est fait. Les maux de dents sont leur propre marque de misère. Vous le sentez d'abord comme un battement sourd, puis une douleur aiguë, puis un gonflement, puis tout le côté de votre visage se ballonne, et vous pouvez à peine parler. Il n'y a pas de dentiste, seulement un imbécile courageux avec une paire de pinces et une bouteille de rhum. On vous dit de mordre sur du cuir et de rester immobile. Le craquement est audible, la douleur est indescriptible. L'infection est presque garantie. Les sages-femmes font office de médecins, d'herboristes et de thérapeutes. Elles accouchent des bébés dans des huttes éclairées au feu avec rien d'autre que des chiffons, de l'eau bouillie et des prières. Elles gèrent les fièvres, les blessures, les fausses couches et les maladies mystérieuses avec une autorité tranquille. Et pourtant, elles sont constamment à risque d'être accusées de sorcellerie
parce que trop savoir est dangereux, surtout si vous êtes une femme. Puis vient la variole. Elle ne frappe pas, elle défonce la porte. Des taches rouges apparaissent, d'abord comme une nuisance, puis comme un verdict. Vous êtes isolé, pas pour votre sécurité, pour la leur. Les plaies gonflent, éclatent et se recouvrent de croûte. Vous vous grattez jusqu'à saigner. Vous êtes défiguré à vie si vous survivez. Beaucoup ne survivent pas. Vous entendez des histoires des villes voisines, des familles entières anéanties, des enfants partis en une semaine, un homme qui a creusé 6 tombes en 2 jours, un prédicateur qui a tenu les funérailles de sa propre femme depuis le pas de la porte, trop effrayé pour entrer dans la pièce. La maladie se déplace plus vite que les ragots. Au moment où vous en entendez parler, elle est déjà là. Les blessures sont courantes, les haches glissent, les chevaux ruent, les feux brûlent. Vous tombez, vous saignez. Puis, vous espérez. Une jambe cassée signifie des semaines de douleur et d'immobilité. Et si vous avez de la chance, quelqu'un vous aide à vous transporter. Sinon, vous rampez. Il n'y a pas de plâtre, pas d'attelle au-delà de bâtons et de chiffons. L'os peut guérir, ou il peut guérir de travers. Maintenant, vous boitez pour le reste de votre vie, en supposant que l'infection ne gagne pas d'abord. La maladie mentale est un concept qui n'a pas encore été inventé. La tristesse est un péché. La mélancolie est une foi faible. L'anxiété est de la lâcheté. Si vous parlez d'entendre des voix ou agissez étrangement, on chuchote sur vous. Si vous êtes une femme, le mot hystérie commence à circuler. Si vous êtes bruyant au sujet de votre souffrance, vous pourriez vous retrouver enfermé dans une cave. Ou pire, accusé d'avoir apporté la maladie pour commencer. L'eau n'aide pas. Pas comme elle le devrait. L'eau propre est une fantaisie. Ce que vous buvez est généralement le ruissellement de la rivière partagé avec les animaux, rempli de limons, de feuilles et de menaces invisibles. Faire bouillir aide, mais le combustible est précieux. Vous vous baignez rarement, si tant est. Parce que l'eau froide refroidit les os et l'eau chaude est considérée médicalement risquée. Le bain ouvre les pores, disent-ils. C'est comme ça que la maladie entre. Alors vous ne vous baignez pas, vous ne vous reposez pas, vous mangez à peine. Puis un jour, votre corps lâche. Vous vous évanouissez, vous tombez, vous vomissez du sang ou toussez quelque chose de sombre et coagulé. Les gens autour de vous évitent le contact visuel. Ils commencent à murmurer votre nom au passé. Si vous êtes important, un prédicateur vient. Sinon, quelqu'un marmonne une prière de l'autre côté de la pièce. Un tissu est placé sur votre front. On vous dit de boire du bouillon. Vous ne pouvez pas le garder. Votre estomac se retourne contre vous. Vos intestins suivent. Votre respiration râle. Parfois, vous récupérez. Parfois, ça passe. Mais le monde continue de tourner. De toute façon, si vous mourrez, il y a un trou qui attend. Si vous vivez, il y a un travail qui attend. Il n'y a pas de longue convalescence. Pas de rentrée douce dans la vie quotidienne. Le jour où vous pouvez vous tenir debout est le jour où on vous tend un seau et on vous dit d'aller chercher de l'eau. Vous apprenez à repérer les signes tôt. Un frisson trop long, une toux qui résonne, des yeux qui ne se concentrent pas. Vous apprenez qui pourrait durer et qui probablement ne le fera pas. Vous arrêtez de demander si quelqu'un se sent mieux. Vous arrêtez d'offrir des conseils. Vous resserrez juste les couvertures et maintenez le feu allumé. C'est le plus que vous puissiez faire. Parfois, quelqu'un survit à quelque chose qu'il n'aurait pas dû survivre. Une fièvre qui s'est brisée, une blessure qui s'est refermée. Les gens appellent ça un miracle. Ils remercient en Dieu. Le survivant ne dit rien parce qu'au fond, il sait. Ce n'était pas la miséricorde divine. C'était le hasard, de la chance stupide et brutale. Et il y a toujours une autre maladie qui attend. Les nouveaux colons apportent de nouvelles plaies. Le temps change et quelque chose d'étrange se propage à nouveau. Vous toussez, vous priez, vous buvez quelque chose d'immonde et d'amer qu'un voisin jure avoir sauvé son cousin. Vous n'y croyez pas, mais ça brûle en descendant. Alors au moins,
On a l'impression que quelque chose se passe. Finalement, votre corps ne vous appartient plus. Il appartient au rythme de la colonie, aux limites de la médecine primitive et aux caprices du destin. Vous marchez plus lentement, vous respirez plus difficilement. Vous dormez plus, mais vous reposez moins. Et un jour, quand la fièvre revient pour vous, vous savez que ce pourrait être la dernière. Il n'y a pas d'assurance, pas d'infirmière, pas de chambre blanche tranquille avec des machines qui bipent et du papier peint fleuri. Il y a juste un matelas de paille, un bol en bois d'eau tiède et quelqu'un que vous aimez assis à proximité, trop fatigué pour pleurer. La maladie dans l'Amérique des premiers temps ne demande pas la permission. Elle n'attend pas un moment opportun. Elle n'épargne ni les forts, ni les fidèles. Elle arrive simplement, reste aussi longtemps qu'elle le veut et laisse une traînée de silence derrière elle. Et quand elle est partie, si vous êtes encore en vie, vous retournez au travail. Parce que dans l'Amérique des premiers temps, la santé est une condition temporaire, mais le labeur est éternel. Être femme, porter le monde sur des épaules brisées. Dans l'Amérique des premiers temps, être une femme n'est pas simplement difficile, c'est doublement difficile. Vous ne vivez pas seulement l'épreuve, vous la vivez en portant le fardeau de tous les autres sur votre dos, enveloppé dans du lin fait maison, tenant un enfant dans un bras et une marmite dans l'autre. Tout ce que les hommes font, on attend des femmes qu'elles l'égalent, puis qu'elles continuent. Vous vous levez avant les hommes, pas par choix, mais parce que quelqu'un doit allumer le feu, aller chercher l'eau et remuer ce qui reste dans la marmite de la nuit précédente. Vous avez dormi 2 ou 3 heures, 4 si le bébé n'a pas hurlé toute la nuit ou si votre mari n'est pas rentré ivre et de mauvaise humeur. Vous priez en silence, ou vous soupirez simplement, une forme plus silencieuse de survie, et vous commencez votre journée. Le petit déjeuner n'est pas servi, il est assemblé. Vous faites bouillir de la farine de maïs, grattez les cendres de l'âtre et pétrissez la pâte de la veille. Le feu crache des étincelles sur vos mains. Vous essuyez la sueur de votre front avec une manche couverte de suie et continuez. Au moment où les autres se réveillent en trébuchant, vous travaillez déjà depuis 1 heure. Élever des enfants n'est pas un travail à part. C'est un bruit de fond à tous les autres. Vous portez un bébé sur votre hanche en remuant le ragoût, en cousant une chemise ou en coupant des légumes. Vous apprenez à équilibrer un nourrisson d'un bras et à soulever un seau d'eau de l'autre. Quand l'enfant pleure, vous le faites taire sans interrompre votre rythme. Il n'y a pas de crèche, pas de parc, pas de coin de réflexion. Juste le bord d'un sol en terre battue où vous posez l'enfant en priant qu'il ne roule pas dans le feu. Le nettoyage est constant et futile. Il n'y a pas de savon. L'eau doit être transportée dans des seaux. Le sol est fait de terre tassée qui se transforme en boue quand elle est mouillée, en poussière quand elle est sèche et en crasse entre les deux. Vous le balayez quotidiennement avec un paquet de paille attaché à un bâton, sachant très bien qu'il ne sera jamais propre. Pas vraiment, pas longtemps. La lessive n'est pas une corvée hebdomadaire, c'est un siège. Les vêtements sont frottés sur des planches à laver, si vous en avez une, ou contre une pierre plate près de la rivière. Vous vous agenouillez dans l'eau froide et brute, frottant le tissu avec du savon de cendre de lessive qui brûle votre peau et crevasse vos jointures. Puis vous l'essorez avec des mains déjà gonflées et l'accrochez dans le vent, priant que la pluie ne revienne pas. Il n'y a pas de sèche-linge. Si la pluie revient, vous recommencez. La couture et le raccommodage sont sans fin. Votre famille possède 1 ou 2 ensembles de vêtements chacun. Vous reprisez les trous avec des chutes. Vous recousez chaque couture jusqu'à ce que le tissu ressemble plus à du fil qu'à du tissu. Vous gardez les boutons comme de l'or. Vous redressez les vieilles aiguilles au-dessus du feu et vous plissez les yeux à la lueur des chandelles après que tout le monde se soit endormi. Si quelqu'un déchire sa seule chemise, cela devient votre urgence. Puis vient la cuisine. Oubliez les livres de recettes. Il n'y a pas de four, pas de minuteur, pas de mesure.
Vous cuisinez avec l'instinct, la chaleur et des suppositions. Une marmite au-dessus de l'âtre bouillonnant avec un mélange de légumes racines et de regrets. Vous goûtez avec vos doigts. Vous ajoutez du sel quand c'est disponible. Vous remuez constamment parce que si ça brûle, personne ne mange. Si quelqu'un tombe malade, on vous blâme. Si quelqu'un se plaint, vous le prenez tranquillement parce que le silence est attendu. La gratitude ne leste pas. Vous vous occupez aussi du potager, en supposant que vous ayez la chance d'en avoir un. Vous le désherbez, l'arrosez, le protégez des insectes, des oiseaux et des voisins affamés. C'est votre police d'assurance. S'il échoue, votre famille meurt de faim. S'il réussit, les hommes louent Dieu et vous retournez au désherbage. En plus de tout cela, on attend de vous que vous gériez la température émotionnelle du foyer. Si votre mari est cruel, vous l'endurez. S'il est triste, vous le consolez. Si vos enfants se conduisent mal, c'est votre faute. Si quelque chose se casse, une assiette, une chaise, votre esprit, vous nettoyez et continuez. Le mariage n'est pas une échappatoire. C'est une transaction. Vous êtes une dot, un utérus, une travailleuse. L'amour, s'il se produit, est un accident heureux. Votre mariage est petit et silencieux. Pas d'alliance, pas de robe, juste une poignée de main, une prière et une nouvelle vie de labeur sous un toit différent. La grossesse n'est pas une lueur sacrée. C'est un pari. Chaque fois que votre ventre se gonfle, vous vous demandez si vous allez y survivre. Il n'y a pas de médecin, pas de vitamines prénatales, pas de drap propre, juste une sage-femme, si vous avez de la chance, et un ensemble de mains que vous priez soit stable. Le travail peut durer des heures, des jours. Vous criez dans un tissu, griffez le sol, saignez dans la paille. Si l'enfant vit, vous remerciez Dieu. Si vous vivez, vous appelez ça de la miséricorde. Si aucun des deux ne se produit, les autres nettoient tranquillement et continuent. Et quand l'enfant naît, le travail double. Les couches n'existent pas. Vous déchirez des chiffons et vous les lavez encore et encore. Vous allaitez constamment, vous bercez le bébé en pétrissant du pain, en faisant bouillir des herbes et en grattant la suie de l'âtre. Et si le bébé meurt de la fièvre, de la faim, du froid, on attend de vous que vous pleuriez en silence et que vous continuiez à travailler. On ne vous permet pas d'être faible. Si vous pleurez trop, vous êtes instable. Si vous criez, vous êtes hystérique. Si vous résistez, vous êtes dangereuse. Si vous en savez trop, vous êtes une sorcière. Vous apprenez à parler doucement, à baisser la tête et à avaler votre fureur. Votre vie est la survie dans un corset de silence. Et oui, vous portez un corset, pas ceux des drames en costume. Le vôtre est une chose raide et qui gratte, destinée à redresser votre dos et à supprimer votre corps. Vous le lacez en allaitant un bambin, vous travaillez dedans, vous dormez dedans, vous apprenez à bouger avec jusqu'à ce que l'inconfort fasse partie de votre posture. Il n'y a pas de miroir. Votre reflet se trouve dans un seau d'eau, si elle est assez calme. Vous oubliez votre visage, vous oubliez votre silhouette, vous oubliez comment vous décrire au-delà de ce que vous faites. Épouse, mère, servante, sage-femme, pas d'adjectifs, seulement des titres. La cour est brève, flirter est un risque. Si vous souriez trop, vous demandez l'attention. Si vous refusez l'intérêt d'un homme, vous êtes impoli. Si quelque chose vous arrive, quelque chose d'indicible, on vous blâme pour cela. Votre vertu est l'affaire de tout le monde jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alors c'est votre problème seul. Même à l'église, votre place est en retrait. Vous vous asseyez derrière les hommes. Vous ne parlez que pour chanter. Et même alors, pas trop fort. Vous mémorisez les Écritures, mais on ne vous demande pas ce qu'elles signifient. Le prédicateur parle d'obéissance, et tout le monde sait qu'il parle de vous. Certaines femmes brisent le moule. Guérisseuses, vieilles filles, veuves à la langue acérée. Mais la plupart ne durent pas longtemps. La suspicion s'accroche à elles. Si un enfant tombe malade, c'était la faute de la sage-femme.
Si les récoltes échouent, c'est le regard de la veuve. Si une vache arrête de donner du lait, quelqu'un se souvient que l'herboriste a dit quelque chose d'étrange mardi dernier. C'est comme ça que ça commence. Puis viennent les murmures, puis vient le procès. Parfois on vous noie, parfois on vous brûle, parfois on vous bannit juste au bord du village, où le froid et les loups attendent patiemment. Vous vieillissez vite. Le soleil creuse votre peau avant que vous ayez 30 ans. Vos mains sont calleuses. Vos cheveux grisonnent tôt. Vous avez des vergetures, des cicatrices, des brûlures, des dents manquantes. Tout gagné, rien dont vous ne vous plaignez. On attend de vous que vous souriez quand même, que vous riez doucement, que vous mainteniez la paix, que vous gardiez tout le monde entier pendant que vous vous effondrez tranquillement. Et même quand vous avez tout fait correctement, gardez le silence, travaillez dur, obéis, il n'y a aucune garantie. Votre mari pourrait mourir, vos enfants pourraient mourir de faim, votre maison pourrait brûler. Et vous serez laissé seul, une veuve, dans un monde qui craint les femmes indépendantes plus que la famine. Alors vous travaillez doublement, vous souffrez doublement, et on se souvient de vous, si tant est qu'on s'en souvienne, seulement par le tablier que vous avez laissé derrière, encore taché, encore chaud. Parce que dans l'Amérique des premiers temps, le travail d'une femme n'est jamais terminé. Et son silence non plus. Et pourtant, malgré tout cela, les femmes endurent. Elles portent des générations en avant avec des bras endoloris et une force silencieuse, tissant la résilience dans chaque point, chaque cicatrice, chaque cuillerée de soupe. Personne ne les remercie, personne ne remarque, mais elles continuent. La faim. Vous vous réveillez fatigué encore une fois. Il n'existe pas de nuit complète de sommeil dans l'Amérique des premiers temps. La paille transperce votre couverture. Le bébé a pleuré la moitié de la nuit. Le vent a trouvé une nouvelle fissure dans les planches murales et a pénétré votre colonne vertébrale comme une malédiction. Quand vous bougez enfin, vos jambes semblent peser 2 fois leur poids. Votre dos s'est raidi comme du cuir brut. Vous vous asseyez lentement et vous vous souvenez que vous n'avez que 30 ans et pourtant vous vous sentez en avoir 80. C'est la fin de votre journée, bien que le soleil se lève à peine. Parce qu'ici, une longue vie est courte et les jours traînent comme des bœufs brisés dans la boue. Le temps ne glisse pas, il vous griffe. Un lever de soleil à la fois, il vous érode jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous commencez par le feu, toujours le feu. Vous ratissez les braises, soufflez doucement, le nourrissez de petits bois et de restes. Si le feu est mort complètement, vous traînez jusqu'au foyer d'un voisin, chapeau à la main, espérant une braise. Sans elle, il n'y a pas de petit déjeuner, pas de chaleur, pas de réconfort, juste des mains froides et raides et des dents qui font mal dans votre crâne. Vous mangez s'il y a de la nourriture, encore de la farine de maïs, un morceau de pomme séchée si elle n'a pas été grignotée par les souris. Vous mâchez lentement, non pas pour le plaisir, mais parce que mâcher plus vite risque de fissurer une dent. Vos gencives saignent de toute façon. Vous avalez la douleur avec chaque bouchée. Puis c'est l'heure de travailler à nouveau. Toujours, pour toujours. Les corvées n'attendent pas. Elles se reproduisent dans la nuit. La pile de bois rétrécit. Les animaux ont besoin de soins. Le toit fuit encore. Quelqu'un a de la fièvre. Quelqu'un d'autre boite. Quelqu'un d'autre simplement ne s'est pas réveillé ce matin. Vous notez leur absence et continuez. Parce que dans l'Amérique des premiers temps, le deuil est un luxe pour lequel vous n'avez pas toujours le temps. La mort n'est pas rare, elle est routinière. Un voisin meurt et vous hochez la tête. Un enfant meurt et vous soupirez. Un conjoint meurt et vous gardez le ragoût chaud. Le deuil doit être programmé entre les corvées. Pas le temps de pleurer s'il y a de la lessive. Pas le temps de s'asseoir si la vache a disparu. Vous les enterrez rapidement. Creusez une tombe peu profonde si le sol n'est pas gelé. Dites une courte prière. Couvrez-les de terre et replacez les pierres. Parfois il y a un marqueur en bois, parfois non. Les vers s'en moquent. La terre prend tout. Elle l'a toujours fait.
Vous ne vous attendez pas à devenir vieux. Et les enfants que vous élevez, s'ils vivent, se souviendront de vous comme le parent qui plissait les yeux face au soleil et ne souriait jamais. Vous n'avez pas de dents pour sourire, pas de souffle pour chanter. Ce peu d'énergie que vous avez est dépensé à maintenir les murs debout et empêcher l'eau d'inonder le sol. Si vous avez de la chance, vous ne mourrez pas en hiver. Si vous manquez de chance, vous mourrez en hiver et personne ne peut vous enterrer jusqu'au dégel. Votre corps est entreposé dans une remise, enveloppé dans un tissu, visité par les souris. Quand le printemps arrive, quelqu'un creusera le trou et vous y laissera tomber. Le mariage n'apporte aucune garantie de longévité. Un homme pourrait être tué dans un accident de bûcheronnage. Une femme pourrait se vider de son sang après l'accouchement. Un enfant pourrait dépérir d'une toux. La mort ne discrimine pas. Elle ne s'annonce pas. Elle arrive au milieu d'un repas, au milieu d'une phrase, au milieu d'une prière. Et quand elle le fait, vous continuez. Vous n'avez pas le choix, parce que chaque jour dans l'Amérique des premiers temps est une répétition pour la fin. Il n'y a pas de médecin. Pas vraiment. Juste des voisins avec des opinions. Une fièvre est accueillie avec du whisky et des prières. Un membre cassé est éclissé avec ce qui est à proximité. Vous essayez des remèdes à base de plantes, des racines broyées, des cataplasmes, des thés qui ont le goût de compost. Parfois, ils aident, parfois non. Si vous tombez malade, vous êtes principalement seul. Les gens gardent leur distance, non par cruauté, mais par survie. Une toux peut vider une pièce, une fièvre peut abattre une maisonnée. Vous restez au lit en transpirant, priant, regardant le plafond se brouiller et se déformer à chaque hallucination. Si vous récupérez, vous appelez ça un miracle. Sinon, vous ne pouvez rien appeler du tout. Et pourtant les jours s'étirent, longues, implacables. Le soleil trace lentement son arc au-dessus de vous, marquant les heures non pas avec des horloges, mais avec la fatigue. Vous transportez de l'eau, coupez du bois, frottez les murs, réparez les outils, vous occupez des animaux, désherbez les jardins. Si vous vous arrêtez, vous prenez du retard. Si vous prenez du retard, vous échouez. Et si vous échouez, vous mourrez. Ou quelqu'un d'autre meurt. Il n'y a pas de vacances, pas de retraite. Vous travaillez jusqu'à ce que vous cassiez. Et puis vous continuez à travailler, juste plus lentement. Vos articulations vous font mal. Vos mains se recroquevillent en griffes. Votre vue baisse. Votre peau s'épaissit comme du vieux cuir. Vous devenez une silhouette au bord de la pièce, utile jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Dans votre temps libre, vous préparez plus de travail. Vous faites tremper des haricots, réparez des toits, cousez des vêtements, enseignez aux plus jeunes comment tenir une pelle, comment balayer les cendres, comment transporter de l'eau sans renverser. Il n'y a pas d'enfance ici, juste un apprentissage à la lutte. Les dimanches offrent une sorte de repos. Si vous comptez rester assis raide sur un banc en bois pendant 3 heures, pendant qu'un prédicateur vous dit que tout ce qui est difficile dans votre vie est votre faute, que vous êtes né pécheur, que la douleur est sainte, que la souffrance est bonne pour l'âme. Vous acquiescez parce que ne pas être d'accord est dangereux, même la joie est mesurée prudemment. Un festin de mariage si vous pouvez vous le permettre. Une chanson chantée doucement après le souper, les premiers pas d'un bébé rapidement suivis par la réalisation qu'il peut maintenant errer vers le danger. Vous ne célébrez pas longtemps. Le monde ne le permet pas. Vous mesurez le temps par saison, par naissance, par enterrement. Une bonne année est une année où personne ne meurt de faim et où seulement quelques-uns tombent malades. Vous marquez les mois non pas avec des calendriers, mais avec des tâches. Planter, récolter, raccommoder, survivre. Les soirées arrivent lentement. Vous vous asseyez près du feu, les os craquant, regardant les ombres se déplacer sur les murs. Il n'y a pas d'électricité, pas de distraction, juste le poids du jour et le son de votre propre respiration.
un craquement des chevrons, une toux de quelqu'un dans le noir. Vous essayez de ne pas vous demander si cette toux signifie quelque chose. La nuit, le vent appuie contre la maison comme un test. Vous le sentez dans les espaces. Le froid s'infiltre, s'enroule autour de vos jambes. Vous tirez votre couverture plus serrée. Vous pensez au jour, à demain, à combien de lendemains il vous reste. Et même dans le sommeil, vous n'êtes pas libre. Vous rêvez d'incendies, d'inondations, de loups, de tout perdre, de recommencer. Vous vous réveillez la mâchoire serrée, les poings fermés, la poitrine oppressée. Vous vous levez à nouveau, trébuchez, recommencez. Parce que c'est ce qu'est la vie ici. Pas de gloire, pas d'aventure, mais de l'attrition. Une lente usure de la chair, de l'esprit et des os. Chaque jour est emprunté, chaque repas est gagné, chaque erreur est punie. La terre ne vous aime pas, le ciel ne vous remarque pas, le temps avance seulement et il ne laisse rien derrière. Alors vous continuez jusqu'à ce qu'un jour, vous ne le fassiez plus. Et quand ce jour vient, quelqu'un d'autre se réveillera fatigué. Quelqu'un d'autre nourrira le feu. Quelqu'un d'autre creusera un trou. Et le monde continuera de tourner. Tranquillement, indifféremment. Parce que dans l'Amérique des premiers temps, une vie courte n'est pas une tragédie. C'est le réglage par défaut. Et si vous vivez assez longtemps pour être appelé vieux, ce n'est pas un insigne d'honneur. C'est une curiosité. Les gens vous regardent comme si vous aviez triché quelque chose. Mais vous n'avez pas triché. Vous avez juste enduré, survécu aux autres, enterré plus que votre part. Vous ne racontez pas d'histoire, vous ne faites pas de discours. Vous restez pour vous-même, regardez les enfants travailler et attendez le jour où votre nom sera prononcé au passé. Parce qu'ici, dans les dents brutes du monde, la vie est une chandelle brûlée aux deux bouts, soufflée par le temps ou la chance ou une écharde qui a infecté trop longtemps. Il n'y a pas d'éloge funèbre, pas de plaque, juste le silence. Et puis quelqu'un d'autre ramasse vos outils. Alors, la prochaine fois que vous pensez à l'histoire, à comment vous vous en seriez sorti, souvenez-vous de ceci. Vous n'auriez pas tenu une journée. Mais quelqu'un comme vous l'a fait, et c'est pour ça que vous êtes ici. Parce que dans l'Amérique des premiers temps, la survie n'était pas héroïque. C'était juste ce que les gens faisaient jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et même alors, les corvées devaient encore être faites.